Monsieur Rouag, notre invité ce soir, je donne tout de suite la parole à Coralie Mollaré qui va vous poser les premières questions. Notamment la première, elle est de retour en 2023, la question politiquement coquine. Monsieur Rouag, vous dites merci ou bip, parce que des enfants nous regardent, flûte au député Philippe Berta. Je lui dis rien à Philippe Berta. Rien du tout. Alors, si je vous pose la question, c'est parce qu'il a voté contre l'instauration du repas à 1 euro pour les étudiants dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Quel regard vous portez sur cette mesure, vous ? Lui, je pense qu'il a ses raisons. Nous, on est très attachés au bien-être et à l'accompagnement des étudiants. Déjà, le repas à 1 euro pour tous les boursiers, c'était déjà une belle initiative. Ça représente la moitié des étudiants, Pour nous, ça représente plus de la moitié des étudiants. Il y a un taux d'ailleurs qui est supérieur d'étudiants boursiers à l'université de Nîmes par rapport au niveau national. On est à 55%, on est à 12 ou 13 points de plus. Et déjà, là, j'ai vu qu'il y avait une proposition pour sanctuariser le repas à 1 euro pour tous les boursiers qui étaient proposés, donc ça, c'est déjà bien. Ensuite, l'étendre à tout le monde, pourquoi pas, mais ce qui est intéressant aujourd'hui, au-delà de l'euro à tout le monde, c'est qu'il y a une réflexion quand même sur l'accompagnement des élèves boursiers. Aujourd'hui, on a la problématique, c'est les étudiants qui ne sont pas boursiers, vous savez, qui sont sur le seuil là, et puis qui tombent du mauvais côté. Et eux, pour le coup, ils sont vraiment dans la difficulté. Le CROUS a mis en place le statut d'étudiant dit précaire, donc ceux-là, ils peuvent bénéficier du repas à 1 euro. Et je sais qu'il y a une réflexion pour justement cette affaire de seuil, essayer de la lisser un petit peu plus et donner des avantages à une plus grande partie d'étudiants. Donc finalement, je trouve qu'il ne faut pas non plus trop se focaliser sur cette mesure qui a été retoquée. Il faut regarder dans le global. Et ce que vous faites pour ces étudiants qui sont qui bénéficient pas de la bourse, mais dont les parents ne sont pas forcément riches. Voilà, et c'est souvent eux qui vont aller chercher un travail parce qu'ils n'ont aucun revenu. Et aujourd'hui, ceux-là, ils sont laissés pour compte. La ministre de l'Enseignement supérieur annonce un grand plan social pour les étudiants. Si vous deviez lui donner quelques éléments de ce plan, qu'est-ce que vous imaginez, vous qui êtes au contact tous les jours des étudiants nîmois ? Il faut peut-être arrêter de jouer sur les idées reçues. On a des problématiques de santé, on a des problèmes d'alimentation, mais elles sont différentes d'un site à l'autre. Donc faire une politique générale, parfois c'est un peu compliqué. Nous, on sait que typiquement à Nîmes, on a certains étudiants qui ont des problèmes d'alimentation, mais pas forcément en quantité, mais surtout en qualité. On a de la malnutrition. On a des IMC qui augmentent de façon exponentielle. Ça, c'est inquiétant. La malbouffe. La malbouffe, exactement. On a ensuite des problématiques de santé, et pas uniquement psychologiques. Aujourd'hui, les étudiants, ils n'arrivent pas à avoir accès à un dentiste, à un ophtalmo, à un gynécologue, alors qu'ils ont 4 ou 5 psychologues à disposition. Du coup, vous avez lancé la télémédecine à l'université. Exactement. On a lancé la télémédecine pour les spécialistes, pour les généralistes, et après on fait aussi des consultations de spécialistes pour répondre aux besoins des étudiants. Donc, moi, je n'ai pas de conseils à donner à la ministre, d'autant qu'elle a été présidente d'une grande université, elle sait ce que c'est. Mais c'est vrai que c'est bien de voir aussi du spécifique par typologie d'établissement et par typologie de population. Quel est, par exemple, si vous parlez de richesse de l'université, l'université de Nîmes, les étudiants sont précaires, mais il y a des universités dont vous pensez là de suite qui sont riches, par exemple, où les étudiants sont plutôt aisés ? Non, parce que globalement, le taux de boursiers dans les universités est à 40%. Après, il tombe quand on passe sur les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce. Mais globalement, du coup, c'est pour faire prolonger la question d'Abdel, il y a peut-être des pistes à lancer sur ce plan. Parce que si les étudiants, la moitié, comme vous dites, sont boursiers et peuvent être précaires, il y a forcément des pistes. Mais après, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Des aides au logement, des aides à l'alimentation. Il y a déjà pas mal de choses. Vous avez mis en place d'ailleurs au sein de l'université de Nîmes des dispositifs très particuliers, notamment dans le domaine de la santé, puisque vous avez mis un distributeur notamment qui est à la disposition de tous les étudiants sur les produits d'hygiène. Ouais, typiquement, on l'a ouvert à tous les étudiants. C'est un distributeur de produits d'hygiène, savon, dentifrice, brosse à dents, etc., déodorants. Parce qu'en fait, on s'était aperçu qu'on organisait des braderies avec le Secours Populaire et on s'est aperçu que ces produits-là étaient quand même assez prisés. Et donc on a essayé de réfléchir à quel dispositif permettrait à chacun de choisir finalement. Parce que faire de la distribution, c'est compliqué parce qu'on va distribuer les mêmes produits, on ne sait pas si tous ils en ont le même besoin. Donc là, les distributeurs, ils viennent avec leur carte et ils ont ce dont ils ont besoin. Dans quelques instants, on va parler des projets avec Coralie, des projets de déménagement, etc. Mais on va donner tout de suite la parole à nos sociétaires. Claire, votre question à notre invité, le président de l'université.
Alors moi, j'ai pas de questions, mais j'ai simplement... Merci Claire. Mais bien pu de venir. Monsieur Corget, je n'ai pas de questions, mais j'ai simplement une réaction. J'étais en train de dire à Nicolas, c'est terrible d'en arriver là. Et je trouve que c'est très bien que vous soyez là ce soir pour expliquer, parce que je pense qu'on est très nombreux à ne pas savoir qu'aujourd'hui, les étudiants vivent ce que vous venez de décrire. Ne pas avoir de déodorant, ne pas pouvoir se nourrir correctement, avoir des problèmes de santé parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est terrible d'en arriver là, aujourd'hui, en 2023. Moi, je suis stupéfaite. Je savais un petit peu, mais pas à ce point. Donc, en fait, ce n'est pas une question, c'est une réaction. Mais après, vous savez, nous, on essaie d'être positif. Parce que si on continue à dire les pauvres, ils sont dans la difficulté, ils ne vont pas y arriver, etc., ça ne marche pas parce que finalement, on les enfonce encore plus. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie justement, en discutant avec eux, d'aller vers leurs problématiques et leur dire, regardez, si on se bouge un petit peu, les responsabiliser. On peut trouver des solutions, on peut vous trouver des solutions, mais tâche à vous aussi d'être raisonnable. Parce que le distributeur, typiquement, on l'a ouvert à tous les étudiants, en prenant le pari que ceux qui n'en ont pas besoin ne vont pas venir. Et en fait, on avait testé cette affaire avec le distributeur de protection périodique pour les jeunes filles dans les toilettes. Ça s'est super bien placé, parce que celles qui n'en ont pas besoin ne l'utilisent pas. Donc aussi, il y a aussi cet aspect de solidarité entre étudiants sur lequel on joue. Et voilà, on est vraiment en positif. Allez, tout n'est pas perdu. Vous allez y arriver et on est là aussi surtout pour vous accompagner. Mais rassurez-nous, monsieur Roy, que les étudiants ont encore les moyens de faire la fête quand même le jeudi soir. Oui, c'est sûr. Du bruit. Ça intéresse beaucoup Corentin. Heureusement. Et on voit à quoi il pense, Corentin. Voilà, et Sacha Virga, on pense à lui, bien évidemment. On voit l'intérêt. Je rappelle que c'était à Saint-Valentin hier. Non, mais Nicolas Ferrière, vous avez une question? Non, il y a encore pardon. des étudiants qui font quand même encore la fête le jeudi un peu à Nîmes, même s'il n'y a pas beaucoup d'adresses. Non, mais on a le sentiment que... Non, ils sont enthousiastes, ils ont encore les moyens quand même d'aller boire des coups. La moyenne du pouvoir d'achat des étudiants, il est entre 600 et 800 euros au niveau de la français. Voilà, donc il y a quand même un peu de pouvoir d'achat, mais c'est une moyenne. Après, on a des étudiants qui sont beaucoup plus aisés et certains étudiants qui sont beaucoup plus dans la difficulté. Nicolas, votre question à notre invité. Oui, pour rebondir sur vos propos sur les spécificités de chaque université, la nécessité de les prendre en compte, j'ai noté que vous travaillez spécifiquement à une offre de formation qui soit en phase avec les besoins, les attentes du territoire. Et peut-être j'aurais aimé vous poser la question pour que tout le plus grand monde soit au courant, sur quelle formation vous travaillez spécifiquement et voilà, quelle plus-value on apporte ici justement en travaillant sur ces spécificités gardoises. En fait, aujourd'hui, depuis quelques années, les universités se tournent vers leur territoire. En fait, on l'entend dans la presse, etc. Mais en fait, elles se tournent vers leur territoire pour collecter des fonds qui vont leur permettre de se développer. Nous, on a pris notre parti de dire oui, on se tourne vers notre territoire pour collecter des fonds, pour nous développer, mais au service du territoire. C'est-à-dire qu'on va cibler des besoins. Donc là, typiquement, les dernières formations que nous avons créées, on a fait un DU secrétariat de mairie. Parce qu'en discutant avec l'association des secrétaires de mairie, des DGS, on a mis en évidence que dans les 5 ans à venir, il y a 30% des secrétaires de mairie qui vont être à la retraite. Et il y a un vivier qui manque. Donc on a créé un DU spécifique. On a également créé un DU dans le domaine de la laïcité et de la médiation. Parce que tout ce qui est au niveau de l'hôpital, des travailleurs sociaux, dans les écoles, etc., on a des problématiques liées à la laïcité et on a des personnes qui ne sont pas formées à ça. On a une petite particularité dans le département du Gard, mais c'est général et donc on a créé... Est-ce que c'est parce que l'université reste à taille humaine qu'on peut se permettre d'aller faire du très spécifique? Oui et non. On peut se permettre de faire du spécifique dès lors qu'on discute avec le territoire et qu'on s'intéresse au territoire. Après, qu'on soit petit ou grand, je pense que, alors je ne peux pas parler pour une grande université parce que je n'en dirige pas une, mais je pense que ce qui fait la différence, je pense, c'est la discussion, la proximité avec son territoire. Nous, on est une université dite à vocation professionnalisante et dans notre conseil d'administration, qui s'appelle un conseil d'université, on a la moitié des membres, ce sont des personnalités extérieures à l'université qui nous donnent finalement le pouls du territoire et avec qui on peut échanger et avoir des informations du besoin du territoire. Coralie, quelques questions, on poursuit l'entretien. On va parler de vos soucis immobiliers qui sont liés, bien sûr, à la croissance de l'université. Nîmes, c'est 12 000 étudiants, dont 5 800 à l'université, et vous grossissez de 5 à 10% par an.
On le sait, donc c'est un peu compliqué. Vous allez déménager, donc vous allez passer des Carmes à Auch et ce déménagement se fera en 2 temps et ça commencera en 2023. Oui. C'est ça. Oui. Donc d'abord, c'est la partie recherche. Exactement, oui. Allez-y, vous pouvez nous. En fait, aujourd'hui, on est sur 4 sites. On a un petit site sur le bar Georges Besse. Donc, lui, on va complètement le déménager. Et puis, la partie recherche qui est sur les Carmes va déménager sur le site Auch, puisqu'on a la construction d'un bâtiment neuf qui s'achève, qui sera livré en juin. Et on pourra installer nos équipes de recherche. Et on a 2 amphithéâtres supplémentaires qui permettront d'accueillir des cours également. Mais quand bien même il y a ce déménagement, on a parlé régulièrement sur le plateau, ça ne suffit pas. Oui. Quelles sont les pistes que vous avez à Nîmes? Parce que les Carmes, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas rester. Pour l'instant, non. Les Carmes sont prévus pour une autre utilisation. On cherche. Alors nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment rester dans le giron du centre-ville, de ne pas aller trop en périphérie. Donc on a quelques pistes pas trop loin. Il reste des terrains en centre-ville, c'est vraiment possible de trouver des terrains en centre-ville. En fait, ça dépend de ce qu'on entend par centre-ville. Il faut élargir un petit peu. Il y aura des possibilités sur Auch à moyen terme. Oui, donc c'est une extension. Oui, mais pour l'instant, la visibilité, elle est trop loin parce que nous, ce qu'il nous faudrait, c'est arriver à augmenter nos métrages, notre mètre carré à 3-4 ans en fait. Oui. Parce que le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on donc c'est pas faire construire. On a des étudiants qui tapent à la porte, donc on les prend pas. Oui. Donc à force, ça peut se savoir. Et donc finalement, aujourd'hui, on est une université. On va être contre-productif. Oui, parce qu'on est une université qui est réputée pour accueillir tous les étudiants. Donc si on commence à en laisser trop, on va. Pourquoi rester en centre-ville? Aussi pour une question d'accessibilité pour les étudiants. Exactement. Et de facilité également de transport. Oui, le centre-ville, il est plutôt bien desservi quand même parce qu'il y a le tram qui dessert. La gare, finalement, elle n'est pas si loin que ça, que ce soit même pour venir sur Vauban ou Auch, ça va très bien. Et puis après, c'est toujours pareil, c'est garder la proximité. On a des exemples de campus universitaires qui sont en périphérie de grandes villes, en fait, qui sont complètement déconnectés de ce qui se passe dans leur cité. Et moi, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment rester au contact le plus possible. Tout ce que l'on fait, la participation au Festival de la biographie, faire passer le NUT, etc., ça fait également... Après, la montée de Vauban est raide quand même, elle en a découragé pas mal. Hein. Alors, un petit scoop, le NUT, il la descend. Oui, voilà. Ça, c'est même le NUT. Les étudiants la montent tous les matins. pas la course, Corentin. Non, c'est complet. Et bien voilà. Je voulais faire le 22. Coralie, allez, 2 dernières questions, s'il vous plaît. Et ce chiffre très intéressant, en 2022, vous avez investi 9,6 millions d'euros, soit l'équivalent du budget de ces 10 dernières années. Qu'est-ce que vous avez financé comme projet? En fait, on a eu une anticipation fulgurante, donc c'est à l'initiative de mon directeur général des services. En fait, on est parti très rapidement, depuis 2 ans, sur l'idée d'économie d'énergie. Enfin, voilà, le site Vauban, il date du 17e, donc il commence à être une passoire. Mais on a anticipé pourquoi finalement, tous ces investissements qu'on a pu faire... votre directeur général des services. Oui, il est plutôt pas mal, oui. On a changé plus de 120 menuiseries, on a mis plus de 100 points LED un peu partout. Ensuite, on a réaménagé un grand auditorium. On a fait les locaux étudiants et là on continue à travailler sur les énergies avec des projets de panneaux photovoltaïques, etc. Donc tous ces investissements, en fait, ils ont pu être possibles cette année parce qu'on a émargé sur le plan de relance suite à la Covid, puis sur des financements de collectivités. Et visiblement, vous avez encore besoin d'argent puisque vous venez de lancer une fondation. On rappelle que les dons des entreprises sont défiscalisés. Abdel, vous pouvez faire un don à l'université. Vous avez déjà 4 partenaires, dont la Banque Populaire, BRL, Decathlon. À quoi va servir cet argent? Est-ce qu'on a quand même la tentation de vous dire, en lançant cette fondation, vous palliez peut-être aux carences de l'État ou au désengagement de l'État qui cherche de l'argent, ils n'ont pas trop de sous. C'est la réflexion qui a été faite il y a 25 ans quand les premières fondations universitaires ont été créées. Moi, j'ai très clairement indiqué que ça n'a aucun lien avec le désengagement de l'État. Nous, si on crée une fondation, c'est pour permettre de mener des actions qui sont complémentaires à ce que l'on peut faire à l'université. Et l'argent va servir. L'objet de la fondation, c'est toujours l'insertion, la réussite des étudiants et le rayonnement du territoire. Vous espérez avoir combien la première année? On a tablé sur des dons autour de 50 000 euros. D'accord. Par entreprise? Non, au total. D'accord. Les 4 que vous avez cités, ce sont les fondateurs. Et donc maintenant, on espère que des particuliers, des entrepreneurs, des collectivités
qui sont sensibles à la situation des étudiants, à leur devenir, à leur insertion, viennent nous accompagner sur des démarches ou sur des actions que l'on mettra en place. L'appel est lancé, Coralie. Oui. Mais les particuliers peuvent donner, je ne savais pas. C'est également défiscalisable, à 66%. Merci Benoît Roig d'avoir répondu à toutes nos questions. On vous garde.